Athénée Collection présente Table ronde numéro 3. La ville, mon quotidien. C'est tout de suite. Merci Laurine Serriès de chez Uber, évidemment, General Manager, et Salim Mejnaini. On va passer à notre troisième table ronde. On le disait justement, les tables rondes s'enchaînent. Cette fois-ci, on va plus aller en ville et j'ai le plaisir donc d'accueillir à la fois notre animateur de cette table ronde, Amou Bouakaz. Bonjour Amou. Bonjour. Alors on va évoquer la ville, mais quoi exactement dans cette table ronde ? Quand on arrive en ville et qu'on est handicapé, c'est pas encore Starmania, mais c'est quand même un peu chaud. Du coup, j'ai la chance d'être entouré de 3 belles personnes. 4. Peut-être même 4, parce que j'ai un peu la vue basse. Et comme il n'est de richesse que d'hommes, je vais leur demander de se présenter. J'ai la chance d'avoir près de moi Isabelle Sora, qui est l'une des hauts fonctionnaires les plus expérimentés de ce pays et qui a souhaité mettre son expertise et son expérience au service de la cause de l'accessibilité universelle des personnes handicapées, qu'elle sert comme délégué interministériel. Et j'ai envie de vous demander de vous présenter en nous disant simplement, pour vous, le quotidien, la ville, comment est-ce que vous définiriez les grands enjeux éclairés que nous serons évidemment par les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques dans quelques mois. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. En fait, la ville, pour moi, c'est la possibilité pour les personnes handicapées de vivre normalement, comme tous les autres. En tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et donc, moi, je suis plus tournée vers l'accessibilité des commerces de proximité, que ce soit les boulangeries, les pharmacies, enfin, tous les petits commerces qui font la vie quotidienne des uns et des autres, avec évidemment la question de l'accessibilité de la voirie, mais aussi l'accessibilité du commerce, que ces commerces soient accueillants pour tous les personnes handicapées, sachant que quand on fait de l'accessibilité, ça sert d'abord aux personnes handicapées, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent avoir d'autres types de difficultés, et je pense notamment aux personnes vieillissantes. Et donc, quand on est dans une société dans laquelle on dit que les personnes souhaitent rester le plus longtemps chez elles à domicile, il me semble important qu'elles puissent rester à leur domicile quand elles vieillissent, mais qu'elles puissent aussi en sortir pour vivre avec la cité. Et donc, je crois que c'est vraiment important d'avoir une approche cheminement qui permet aux personnes en situation de handicap de vivre le plus possible dans la cité. Pour moi, les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent être un accélérateur, parce que comme on va être quand même beaucoup regardé par tous les pays du monde, j'ai compris que c'était quand même des événements où il y a des milliards de téléspectateurs. Je sais bien que tous les sujets d'accessibilité ne seront pas réglés, mais il me semble que c'est une occasion d'aider, de faciliter les choses. Au-delà, il peut y avoir aussi, parce qu'il va y avoir quand même des salariés, des bénévoles qui vont être associés au jeu. Et il me semble que ceux-ci vont participer à la sensibilisation, ils vont être formés pour comprendre, comme l'a fait Hubert, ça nous a été expliqué juste avant, pour comprendre comment on peut prendre mieux en charge, être plus accueillant avec les personnes handicapés. Je suis désolé, je vais devoir vous couper, c'est pas très urbain, mais sinon vous allez faire la table ronde à vous toute seule, tant que vous êtes enthousiaste et tant que vous avez de sujets de préoccupation, et je vous promets qu'on reviendra sur les fonds territoriaux d'accessibilité qui vous tiennent à cœur. Alors, Marie Yael de Keolis, vous avez eu un parcours brillant d'études et vous avez commencé par travailler dans le tourisme avant de devenir l'experte accessibilité de Keolis. Est-ce que vous pourriez simplement, en vous présentant, nous expliquer comment Keolis envisage les questions d'intermodalité, comment est-ce que l'entreprise envisage le déplacement multimodal des personnes handicapées dans les villes qu'elle dessert? Bonjour à tous. On m'entend bien ? Oui.
Du coup, Keolis, depuis très longtemps, on travaille sur les questions d'accessibilité voyageurs et collaborateurs aussi, mais là je vais parler du côté voyageur. On a une politique accessibilité qui est ancrée depuis de nombreuses années avec un nom qui s'appelle Unique, donc avec l'idée de se dire que chaque voyageur est unique. Alors c'est forcément un challenge quand on est dans un secteur d'activité où il y a énormément de flux de voyageurs au quotidien. Mais il y a vraiment une volonté très forte de l'ensemble du groupe. Et quand je dis du groupe, c'est évidemment en France, mais pas que. Mon directeur le rappelait, on est implanté dans 13 pays du monde, donc avec évidemment des spécificités, des lois, des cadres réglementaires différents. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté du directoire d'embarquer ce sujet sur l'ensemble des modes. Et quand je parle de l'ensemble des modes, c'est évidemment le bus, le tram, le transport adapté, mais la marche aussi. Donc là, par exemple, il y a un gros travail autour de la marchabilité. Un voyageur, il fait des correspondances, il marche, il a besoin d'avoir évidemment des correspondances qui soient fluides, accessibles. Donc voilà, on a un travail autour de ça. Les vélos aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais la location de vélos. Il y a un travail également sur tout ce qui va être autour des vélos inclusifs. Donc l'accessibilité, c'est pas pour rien. Chez Keolis, ça fait partie de la direction marketing expérience client. Et je trouve que c'est un marqueur politique assez fort dans la mesure où on est vraiment dans l'expérience du quotidien. Donc il y a tout un travail. Moi, mon travail, c'est vraiment de faciliter le parcours client avec toute la phase amont du voyage, le déplacement et bien sûr, après le déplacement, la question des réclamations, de pouvoir rentrer en contact. Donc on est vraiment dans cette interopérabilité-là, en partenariat étroit évidemment avec les usagers et nos donneurs d'ordre, autorités organisatrices. Donc vous traitez les personnes handicapées comme des clients, et j'ai coutume de dire que finalement il n'y a pas de personnes handicapées, il n'y a que des personnes ordinaires fainéantes, c'est-à-dire des personnes ordinaires qui voudraient vivre la même vie que les autres avec un sens en moins, ou 2 sens en moins, pourquoi pas. Il y a des voyageurs avec des besoins spécifiques parfois. Voilà. Et du coup, la question qui se pose, c'est en fait, à l'instar de ce que certains GAFA ont fait avec des instruments comme l'iPhone, comment pouvoir en fait se servir de n'importe quel moyen de transport indépendamment des sens dont on dispose. Du coup, une fois qu'on s'est transporté, on peut arriver par exemple à l'hôtel. Et dans ce cas-là, on rencontre fatalement Christian Pansard, puisque Christian est responsable de la mission handicap d'un petit groupe hôtelier dont les actions en bourse grimpent en flèche, le groupe Accor. Du coup, Christian, pour vous, la ville, le quotidien, l'hôtel, ça se passe comment quand on est en situation de handicap ? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je me tourne toujours du mauvais côté, je ne suis vraiment pas physionomiste. C'est impressionnant, ça. Voilà, donc Christian Pansard, je suis directeur de la mission handicap de Accor. Je m'occupe des aspects collaborateurs et des aspects clients pour l'accueil des clients en situation de handicap, l'amélioration de l'accueil des clients en situation de handicap. Alors, comme disait Madame Sora, les Jeux Olympiques et Paralympiques ou d'autres événements qu'il y a pu y avoir sportifs, je parle tournoi de rugby fauteuil, il y avait récemment les championnats d'Europe également, donc d'escrime en fauteuil. Et vous n'allez pas faire tous les spectacles qui sont passés, jeune homme, parce que vous n'allez pas m'en tirer comme ça. Il y en a d'autres, effectivement. Voilà, c'est l'opportunité justement de renforcer tous les actions que l'on a pour l'accueil des clients en situation de handicap. Et par rapport à cela, l'objectif, c'est de mettre cette dynamique en place, tout le monde en mouvement. Pour cela, on a réuni un groupe de travail avec les différents métiers de Accor, avec les différentes structures aussi de Accor, et également les utilisateurs, et c'est très important, des collaborateurs en situation de handicap, que ce soit le handicap visuel, le handicap auditif, ou le handicap moteur, avec un certain Michael Jérémias qui nous accompagne aussi, qui fait partie de notre team Adlet. Vous envoyez n'importe qui, vraiment. Médaille d'or, tennis, fauteuil, oui. Effectivement. Et donc on est ressorti, de ce groupe de travail, un plan d'action également, un plan d'action, en plusieurs étapes. On y reviendra tout à l'heure. Très bien. Est-ce que, comme pour Hubert tout à l'heure, la France joue un rôle pionnier, est un peu en retard de la main par rapport aux autres pays du groupe ? Alors, Accor, c'est 5500 hôtels présents dans 120 pays. En France, c'est 1700 hôtels
voilà, on a des actions depuis longtemps dans les hôtels Accor sur le handicap, voilà, pour l'accueil des clients en situation de handicap. J'entends beaucoup des utilisateurs dire que voilà, peut-être ce qui a été fait en France à un moment, c'est déployé aussi dans d'autres pays, donc ils savent ce qu'ils vont trouver. Donc dans certaines marques sur lesquelles ils sont habitués, je ne vais pas citer forcément certaines marques. Non, ils ne sont pas partenaires de l'événement, donc ils n'ont pas fait de pub. On ne peut pas citer les marques. Voilà, mais à l'inverse, des pratiques qui se font dans d'autres pays, je pense aux États-Unis récemment aussi, on les déploie au niveau de l'ensemble du monde. Je parle par exemple de l'American Disability Act qui permet donc de porter à la connaissance des clients les différentes solutions d'accessibilité qu'on peut avoir dans les hôtels. Et également, ce qui nous pousse aussi, la possibilité de réserver directement sur notre site de réservation les chambres accessibles. Voilà. Et donc, on doit adapter aussi ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, à la France, ça va dans tous les sens. En fait, c'est le déploiement des bonnes pratiques, je dirais, donc, pour s'améliorer. Et le but, c'est de progresser, de s'améliorer. Alors, vous nous parlez des États-Unis, et il nous vient tout droit des États-Unis, et il a été très disruptif dans les années 2013, quand il est arrivé en France. Je veux parler d'Uber. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Louise Pazin, qui s'occupe des relations publiques et qui prend très à cœur les questions d'accessibilité. Elle a aussi un parcours à l'international, ce qui lui permet de benchmarker un petit peu les différentes pratiques. Et en tant que pilote de la commission accessibilité du Conseil national consultatif des personnes handicapées, supervisé par Jérémy Borrois, notre président, j'ai très à cœur de justement toujours avoir à la fois l'œil sur l'accessibilité en France, mais aussi de m'inspirer, de nous inspirer de ce qui se passe d'intéressant outre-Atlantique ou dans l'Europe. Et du coup, je crois que là, Uber, de ce point de vue-là, a un petit peu disrupté l'offre de déplacement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, pour les personnes handicapées, ça a constitué une alternative. Alors, avec les difficultés dont vous avez aussi parlé. Mais du coup, pour vous, pour Uber, la ville, le quotidien, l'accessibilité du quotidien et du transport, une fois qu'on est sorti de l'hôtel, comment ça se passe ? Bonjour à tous. Vous l'avez dit, en fait, la création même de l'application Uber, en fait, a été pensée pour révolutionner le transport à la demande et également pour les personnes avec des besoins spécifiques. Ces dernières années, on a continué à accélérer les efforts avec une formidable opportunité avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiennent cet été en France et l'occasion d'accélérer sur justement quelle est l'offre de transport inclusif qu'on va pouvoir proposer dans la ville. Et aujourd'hui, Uber, c'est vraiment comment on va s'inscrire dans un système de mobilité. On parlait, Marie, d'intermobilité, de communication entre les différents modes de transport. Et c'est comment les VTC vont s'inscrire dans cette chaîne de transport pour permettre aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes qui ont des besoins spécifiques de se déplacer à la demande. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, dans la ville, que ce soit pour aller à l'hôtel, chez les petits commerces, en arrivant à l'aéroport ou à la gare, et surtout pouvoir faire des JOP une vraie réussite en pouvant se rendre sur les sites de la manière la plus fluide possible, et surtout sans avoir à se poser la question de quel est le service qu'on va recevoir et en fait enlever au maximum la question de la charge mentale qui se pose beaucoup quand on échange avec les personnes qui ont des besoins spécifiques, de se dire, quel que soit mon besoin, je sais qu'aujourd'hui Uber va pouvoir y répondre et que je n'aurai pas besoin de me poser la question du mode de transport et du service que je vais recevoir. On va consacrer un tout petit temps à une question qui est assez neuve, mais qui revêt une importance sans cesse croissante, puisqu'on voit bien tous les jours à quel point c'est une matière sensible. Je veux parler des données. C'est-à-dire que vous autres, vous collectez de la donnée, vous la triez, vous la dispatchez, vous la stockez. Et j'aimerais avoir votre sentiment justement sur qui collecte la donnée, comment est-ce qu'elle est utilisée, à quel moment il y a une mémorisation des données relatives à l'accessibilité des lieux, des itinéraires. Voilà, donc est-ce que chacun peut me donner un peu une indication sur la manière dont il traite cette question ? Peut-être on peut commencer par Marie, par exemple. Je suis un peu vache, là, mais... Non.
Effectivement, la question de la donnée, d'accessibilité, puis de la donnée en général, elle est centrale quand on travaille dans le transport public. Donc c'est une prérogative qui incombe, on va dire, à plusieurs acteurs, nos collectivités donneurs d'ordre et puis nous, opérateurs de transport. Et particulièrement la donnée d'accessibilité, elle est cruciale parce que c'est ce qui va permettre de préparer le déplacement en amont et quand on est en déplacement, éventuellement d'avoir des alertes en temps réel sur la perturbation, le confort à bord. Il y a des notions, là, vous avez vu, que ce soit chez Keolis ou ailleurs, on a aujourd'hui la possibilité de remonter des données d'affluence à bord. Donc ça, par exemple, ça participe pleinement à aider au choix du déplacement. Voilà, on sait qu'il y a certains publics qui auront du mal, en fait, à être dans un mode qui va être plein de voyageurs. Donc voilà, la question de la préparation et du confort de voyage, elle est centrale. Ça permet évidemment de calculer des itinéraires accessibles, de remonter de la disponibilité d'équipements en temps réel. Je pense notamment aux ascenseurs, aux escalators. Et il faut encore qu'on aille plus loin. On pourrait aussi, à un moment donné, se dire qu'on remonte la donnée sur les balises sonores, les boucles magnétiques en agence, et j'en passe. Et puis, au-delà de ça, donc ça, j'ai envie de dire, c'est la donnée transport pur qui est donc travaillée en partenariat avec nos collectivités donneurs d'ordre. Et il y a aussi une nouvelle donnée qu'on intègre de plus en plus, c'est la marche. J'en parlais en préambule. Enfin, la marche, en tout cas, de se dire qu'un voyageur, il va devoir faire des correspondances entre 2 modes, entre 3 modes. Et du coup, par exemple, là, chez Keolis, alors je suis pas là pour citer les prestataires avec qui on travaille, mais en tout cas, on est en train de tester plusieurs dispositifs justement autour de la marchabilité, en se disant que notre voyageur, il est aussi piéton et il a aussi besoin d'avoir des informations fiables entre 2 modes et éventuellement autour de... Madame Sora parlait de la voirie. Voilà, la question de l'accessibilité de la voirie, elle est centrale quand on travaille dans le transport public. Et on a des exemples, ça ouvre aussi la question du MAS. Donc voilà, c'est des sujets qu'on traite chez Keolis, je pense, dans des réseaux comme Rennes notamment. Et voilà, la donnée, elle est vraiment essentielle, que ça soit en préparation ou pendant le voyage. C'est évidemment central. Alors moi je suis remonté dans le bus, je suis désolé Amou, j'ai une question parce qu'on essaye d'être assez flexible justement sur le côté bus, parce qu'on avait tout à l'heure Philippe Croison qui se posait la question justement de l'accessibilité. Est-ce que dans une entreprise comme Keolis, on nous pose la question, on prévoit d'accueillir peut-être plusieurs fauteuils roulants dans un même bus? Est-ce qu'on a des solutions, des véhicules adaptés, voilà, pour ce type de handicap justement? Alors évidemment, ça pose la question du modèle de véhicule. Donc ça, c'est les constructeurs aussi qui sont liés à ça. Dans les bus simples, vous avez une place en fauteuil roulant. Dans les bus articulés, on peut en avoir plusieurs. Je pense à nos collègues de Keolis Bordeaux, où là, il y a une flotte de véhicules où on peut effectivement avoir 2 places adaptées à bord. Et c'est d'ailleurs mentionné à l'avant du bus. Alors, à quand la question de est-ce que la place est occupée ou pas en temps réel? Ça, c'est des questions qu'on interroge en ce moment. Après, il y a des questions techniques que je maîtrise un peu moins moi, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on va aller chercher forcément. Parce que, de se dire, est-ce que je peux monter? Est-ce que la place est libre ou non? Et est-ce que je peux aussi voyager parfois avec quelqu'un? Ça, c'est une autre question qui... Évidemment que ça, c'est des sujets plutôt autour de l'innovation qui ne sont pas terminés. Mais en tout cas, oui, il y a des réseaux où vous avez des véhicules où il y a 2 places dédiées pour les personnes en fauteuil roulant à bord. Merci. Amou, pardon. Oui, donc est-ce que justement côté Uber, il y a des éléments à ajouter sur cette question-là? Je pense que nous, ce qui va être intéressant avec la donnée, c'est comment on va pouvoir mesurer les initiatives qu'on a mises en place. Laureline Serriès, vous parlez tout à l'heure d'un plan d'action. 8 mois après, on est capable de faire le bilan des actions qu'on a mises en place parce que justement, on peut suivre ce qui se passe. Donc on sait qu'aujourd'hui, vous avez 40 000 chauffeurs qui ont visionné la vidéo. On sait que grâce à une série d'investissements financiers qu'on a fait sur notre produit Uber Access, en l'espace de 2 mois seulement, on a pu multiplier par 3 le nombre de courses sur ce produit. Et on peut aussi voir le nombre de véhicules Access, par exemple, qui vont être disponibles. Et donc, du coup, on était, par exemple, à une 40aine il y a encore 3 mois. À la fin du mois, on sera à 120 avec l'objectif d'être à 170 d'ici l'été prochain. Donc, c'est aussi ça qui va nous permettre de suivre les progrès qui sont réalisés et l'impact concret des actions qu'on met en place. Et donc, côté pouvoir public, la question de la donnée, de la protection des données, de la collecte, est-ce que vous avez... je
pense que ce sont des éléments importants pour justement garder l'information utile et garantir que l'information qui n'est pas nécessaire soit effectivement bien sortie des radars. Alors, je reprends la parole parce que les pouvoirs publics ici, là, dans Vous cette les table incarnez ronde, c'est moi. formidablement, n'est-ce pas? Bon, alors, en fait, dans les données là, dont on parle d'accessibilité sont le plus souvent des données ouvertes. Soit la loi impose qu'elles soient ouvertes, c'est notamment le cas de la loi d'orientation des mobilités pour les données transport. Et en général, on peut les trouver. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement dispersées parce que c'est chaque propriétaire de la donnée qui les met à disposition, en général sur son site Internet. Et ensuite, pour l'instant, on n'a pas quelqu'un qui intègre ou qui agrège toutes ces données. Alors, tout le monde n'a pas besoin de toutes les données, mais on sait bien que les personnes en situation de handicap préparent leur déplacement et je pense qu'elles ont besoin aujourd'hui d'accéder à un nombre assez important de sites pour arriver à pouvoir préparer leur déplacement. La deuxième chose, c'est que les élus, quand ils essaient d'améliorer globalement l'accessibilité de leur territoire, pourraient avoir besoin d'avoir accès à toutes ces données. Et aujourd'hui, c'est pas si facile. Donc moi, je suis vraiment très intéressée par ça, par essayer d'avoir un maximum de données mises à la disposition, ouvertes, et donc mises à la disposition de tous les acteurs. Nous faisons un effort sur les données en matière d'établissements recevant le public, de façon à ce qu'elles soient collectées sur une plateforme qui s'appelle Accès Libre. Il y a aujourd'hui, je crois, environ 400 000 établissements qui sont référencés, qui permettent de décrire comment chaque établissement est accessible. Et du coup, cette donnée, elle serait effectivement manipulable par n'importe quel opérateur qui serait chargé d'aider la personne handicapée à préparer son déplacement. Donc on pourrait lui dire où est-ce qu'il y a des feux sonores, où est-ce qu'il y a des trottoirs abaissés. C'est ça l'idée ? Je pense que l'idée, c'est qu'on doit pouvoir rendre il faut mettre ces données à un endroit qui fait que tout le monde peut y accéder, parce que ce sont en fait des données ouvertes, ce qui veut dire que des acteurs divers peuvent s'en saisir pour créer des applications d'itinéraire, par exemple, de préparation d'itinéraire. Pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous couper, je voulais prévenir Amouk avant de passer la parole à Christian Pansart sur ce sujet. On a une question justement au niveau des espaces publics. En fait, est-ce qu'on fait appel à des architectes ? Est-ce qu'on fait appel à des personnes qui justement, avec cette donnée qu'ils auraient collectée éventuellement, eh bien, peuvent prendre en charge à la fois le côté esthétique, mais aussi le côté pratique dans les villes, parce que c'est vraiment le sujet. On veut se déplacer dans les villes. Est-ce que justement ça fait partie de ce travail ? Ça, j'ai bien peur que ce soit extrêmement variable selon les territoires. Mais en effet, l'idée n'est pas sotte. La question est posée, en tout cas. De faire appel effectivement à des urbanistes, à des chercheurs. Est-ce que quelqu'un peut répondre mieux que moi à cette question-là ? A priori, personne. Aussi. Oui, non, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on a des programmes tels que les programmes Cœur de Ville, donc ça veut dire quand même qu'on refait, entre guillemets, un cœur de ville, on va traiter la question des transports, la voirie, les accès aux établissements recevant du public. Donc, ce n'est pas une réponse directe à votre question, mais le sujet est quand même posé dans ces programmes. On ne veut pas que le design, c'était le sens de la question sur le chat. Effectivement, le design, effectivement, aura la priorité sur l'accessibilité, sauf si, dans le mécanisme de prise de décision, il y a, à suffisamment bon niveau, des gens qui font remonter la préoccupation de l'accessibilité. Je pense qu'aujourd'hui, la maturité des villes, et justement, je pense que l'arrivée des Jeux Olympiques et des Paralympiques va nous y aider. La maturité des villes fait que beaucoup de villes mettent la question de l'accessibilité très haut en priorité. Est-ce que c'est toujours réussi ? Je ne sais pas. Mais clairement, aujourd'hui, on ne peut plus rénover un cœur de ville sans avoir à l'esprit, d'abord parce que c'est la loi, mais en plus parce que je crois qu'il y a aussi une connaissance fine de la population de la part des édiles qui fait qu'on sait très bien que la population vieillissant, pour que les gens continuent de rester dans les villes, il faut que les villes soient de plus en plus accessibles. Donc, on concilie esthétique et accessibilité. Alors, Christian, vous, votre dada, c'est la formation. Vous êtes intarissable sur la formation et j'ai envie de vous demander, en fait, on a encore besoin de former
sur l'accessibilité, sur la présence des personnes handicapées, sur l'hôtel inclusif, alors que ça fait des années que vous êtes là-dessus? Alors, tout à fait. Donc, on parlait des Jeux Olympiques et de Paralympiques. C'est comme des athlètes, on s'entraîne pour être le plus naturel et avoir les bons comportements, les bons réflexes quand on accueille tout le monde, et en particulier les personnes en situation de handicap. Donc, c'est par rapport à cela que l'on a mis en place une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs donc, en France, dans un premier temps, puis à l'international, on déploiera les bonnes pratiques également. Vous avez commencé par la Polynésie, parce que c'est là où vous avez passé pas mal de temps. Oui, si c'est accessible, moi j'y vais tout de suite. Je voulais justement aller le faire sur place, et ça n'a pas été autorisé par accord. J'essaierai de tenter ma chance. Voilà. Je vous ai coupé parce que sinon vous êtes intarissable. Ah bah oui. Donc oui, soyez bref. J'avoue. Parce que tout le monde a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Très bien. Donc cette sensibilisation, c'est aussi, on l'a fait sous forme de parcours client, donc avec des collaborateurs en situation de handicap, et donc pour que ce soit très opérationnel et que ce soit bien compris et que ça déclenche quelque chose auprès des opérationnels, des personnes des hôtels. Parce que handicapé, c'est un métier du coup? Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis vache avec vous. Non, mais je veux dire, c'est quoi à quel endroit vous mettez l'expertise d'usage? Je vous chipote, oui. Mais parce qu'après tout, on pourrait très bien imaginer qu'une personne qui connaît l'hôtel, qui connaît le cheminement, c'est quoi l'apport en fait de l'expert d'usage? C'est les bonnes pratiques. Par exemple, je pense aussi au handicap, par exemple auditif. Donc une personne est à la réception et peut rappeler simplement les bons comportements à avoir. C'est-à-dire que la personne va lire sur les lèvres, donc il ne faut pas forcément parler devant son écran. Par exemple, on a des boucles magnétiques à disposition à la réception des hôtels. C'est savoir comment ça fonctionne. Ça veut dire aussi que c'est très utile pour la personne. Alors je sais que pour partager avec ma collègue là qui est en situation, handicap auditif, aussi dans la chambre, sa peur c'est de louper le petit déjeuner le matin et un réveil vibrant, c'est important pour elle. Voilà, c'est rappeler un petit peu toutes ces bonnes pratiques, tous ces bons usages qui peuvent exister, et c'est pareil pour le handicap moteur. Par exemple, une personne qui se déplace en fauteuil roulant, eh bien si la chambre est accessible, mais qu'il y a une table qui gêne l'accès, si par exemple, le distributeur de savon n'est pas accessible, etc. Enfin, c'est tous ces éléments, ou le pommeau de douche qui est situé en haut, etc., et qu'on va devoir appeler la réception, parce que voilà, c'est tout le bon sens, en quelque sorte, qu'il faut rappeler à cette occasion. Il y a beaucoup de gastronomes dans la salle. Je me suis laissé dire que vous aviez poussé le bouchon jusqu'à rendre l'assiette accessible. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, dans ce groupe de travail, on faisait intervenir différents acteurs sur le handicap. Et là, je pense à un acteur qui s'appelle Speak You et qui fait des formations sur l'accueil des clients déficients visuels, et qui va jusqu'à adapter les recettes de cuisine pour que les clients ne se privent pas d'un plat sur la carte parce qu'il est trop difficile à manger. Et donc, on peut adapter le plat pour... Et puis également décrire, je me rappelle que... Tu m'arrêteras, donc c'est parce que je suis parti. Ça y est, là, le formateur. Je t'arrête là, directement. Il ne faut pas en dire plus, parce que sinon après. Alors, justement, donc, je vais rebondir. Je suis désolé, c'est très frustrant d'avoir ce rôle-là. Il reste 5 minutes à Mou. Et j'ai une question, concernant Uber ou d'autres entreprises, d'ailleurs, parce que ce n'était pas forcément pour Uber cette question, mais au niveau des fauteuils roulants, on sait qu'on a eu le cas, tout à l'heure, on l'a cité avec les chiens, justement, les chiens d'accompagnants, les chiens guides. Est-ce que avec les fauteuils, justement, on a ce cas-là? Parce que je connais personnellement des utilisateurs qui, en fait, cachent le fait d'être en fauteuil pour ne pas avoir de refus. Est-ce que la politique d'Uber aussi, c'est justement d'éduquer tout simplement leur chauffeur? Alors, il y a plein de sous-questions dans la question que vous me posez. Déjà, je pense que quand on a mis en place le plan avec ces fameuses 10 actions dont on parle, on a mis l'ensemble des associations et des pouvoirs publics autour de la table et on leur a demandé justement, est-ce que vous pensez qu'il faut demander aux passagers s'ils souhaitent se déclarer comme porteurs d'une carte d'invalidité ou pas? Et il se trouve qu'en fait, ça a généré un débat très fort parce que personne n'avait fondamentalement le même avis. Et donc, du coup, la philosophie aujourd'hui que nous, on garde, c'est de se dire, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que quel que soit votre besoin, que vous soyez en fauteuil ou pas en fauteuil,
vous ayez une réponse et un service qui vous soit apporté. Donc je pense que c'est ça la philosophie. Après, pour éviter que les gens aient à cacher le fait qu'ils soient en fauteuil, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est de se dire comment ils ont la certitude que lorsque le chauffeur va arriver, il va être capable de les prendre en charge. Et c'est pour ça que la vidéo, et on parlait de formation, qu'on visionnait tout à l'heure, est aussi importante, c'est parce qu'elle va donner concrètement des conseils pratico-pratiques aux chauffeurs sur vous avez un passager en fauteuil pliable, par exemple, qui a commandé la course, et ben, comment vous l'accompagnez, comment vous lui proposez de s'asseoir dans le véhicule, comment vous pliez son fauteuil, et comment vous vous assurez aussi, on parlait d'urbanisme et de comment on conçoit la ville, comment vous assurez que quand vous arrivez au point de dépose, vous n'êtes pas au milieu d'une piste cyclable ou d'un endroit qui va gêner le passager pour descendre du véhicule, déplier le fauteuil et pouvoir continuer son itinéraire. Donc c'est plein de questions qui se posent et qu'on a essayé d'adresser de cette manière-là. Merci. Marie, il reste 3 minutes. Ouais. Marie, j'aimerais que vous preniez la question de la formation, mais sous l'angle des prestataires, parce que Keolis emploie beaucoup de prestataires, comme beaucoup d'entreprises. Comment est-ce que vous faites passer le message, dans vos effectifs, bien sûr, mais aussi comment vous assurez qu'en fait, les gens qui sont contractualisés avec vous ont les mêmes niveaux d'exigence, de qualité. J'aurais pu poser la question à Accor, mais ça tombe sur vous, désolé. J'ai de la chance. La question des prestataires, sous-traitants, fournisseurs, d'ailleurs, on parle de la formation, mais en fait c'est vrai, je pense, pour tous les sujets, pour l'accessibilité numérique, pour la formation du personnel. Pour le coup, l'accessibilité, ça touche à tous les leviers du déplacement. Y a déjà, ça peut paraître un peu bateau, mais la question du cahier des charges. Donc, évidemment, il y a des travaux et on est accompagné par nos collègues des directions, notamment juridiques et achats. Je pense qu'on a tous un gros enjeu à vraiment, pardon de l'expression, mais blinder nos cahiers des charges là-dessus. Et puis sur la question de la formation, c'est de toute façon un engagement contractuel. Donc quand on répond à un contrat de délégation de service public, on embarque avec nous nos sous-traitants qui doivent aussi répondre, comme nous, aux autorités organisatrices. Donc ça, c'est l'aspect un peu pas très sympa, un peu normatif. Et puis après, on peut aussi évidemment venir... challenger ces questions-là à travers la labellisation, la certification. Pour parler par exemple de certification, on travaille avec l'association Andéo qui porte la certification de service CAP Andéo service de mobilité. Et dans le référentiel de certification, la sous-traitance est pleinement embarquée. Donc, de toute façon, quand Keolis va dire OK, on va sur cette certif, on embarque nos sous-traitants, ils n'ont pas le choix en fait. Et c'est vrai dans tous nos métiers, que ça soit quand vous êtes sur des lignes interurbaines, quand vous êtes dans du transport de personnes à mobilité réduite. On travaille avec beaucoup de sous-traitance. Et donc, il y a à la fois les cahiers des charges. Et évidemment, après, on va rajouter une couche qualité de service qui, là, parle d'elle-même, souvent. Amou, on arrive dans la dernière minute. La déléguée interministérielle, vous ne ménagez pas votre peine pour populariser, mobiliser autour des fonds territoriaux d'accessibilité. Je rappelle que l'État a mis sur la table près de 1 milliard d'euros, dont 300 millions pour les commerces, les cabinets médicaux, et donc il faut absolument s'en emparer. Donc vous nous direz peut-être un petit mot là-dessus, parce que je crois que ça vous tient à cœur. Mais on voit bien que les ERP, c'est quelque chose de très, très défini. La question de la standardisation des ERP, c'est à peu près dans les mœurs. La standardisation du transport, c'est dans les mœurs. Est-ce que l'État pourrait faire quelque chose pour standardiser la manière dont on accueille et dont on sécurise le parcours des personnes handicapées? Ou est-ce que c'est stupide et qu'il vaut mieux laisser en fait les sans-fleurs s'épanouir pour arriver en fait à quelque chose qui colle vraiment aux préoccupations de chaque entreprise? Alors, je ne suis pas sûre qu'il faille standardiser. Mais par contre, il me semble que la première brique, c'est l'accessibilité physique pour permettre aux personnes de rentrer dans le commerce, l'hôtel, boulangerie ou le cabinet médical. Puis après, il y a le métier. Et là, ça relève vraiment de chaque professionnel. Et c'est là où je pense qu'il y a probablement encore des efforts de formation à faire pour que ces commerces soient le plus accueillants possible. Je dirais juste que sur le Fonds territorial d'accessibilité, c'est une nouvelle aide publique, une nouvelle aide de l'État
pour permettre à tous ces commerçants qui ne sont pas encore en accessibilité de se mettre en accessibilité, d'acheter des dispositifs comme les boucles magnétiques, de la vitrophanie, des rampes amovibles ou de faire des travaux. Toujours d'accessibilité. Je rajouterai qu'il est possible aussi, quand on ne sait pas comment faire, d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous demandez à un spécialiste de venir sur place, de regarder votre commerce et de vous aider à définir ce dont vous avez besoin. Il faut absolument se saisir de cette opportunité. Eh bien, merci beaucoup. C'est frustrant, je sais. Hein. Je suis le maître du temps. Voilà, ça y est, on est arrivé. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention. J'espère que vous aurez appris quelque chose, même si on s'est baladé dans des espaces très vastes. Et qu'on n'a évidemment pas épuisé le sujet. Merci aux organisateurs et place à la prochaine table ronde. Ah, il est rapide, hein, Moubouakaz, quand il s'agit de partir, voilà, bravo. Hein, mais alors, jusque-là, il est intarissable, lui aussi. Merci beaucoup également à Louise Pazin, responsable relations publiques Uber, Marie Gonzato Yeyel, responsable accessibilité client chez Keolis, Isabelle Sora, évidemment, déléguée interministérielle à l'accessibilité, et Christian Pansard, directeur inclusion et diversité à Corotel. On va passer donc la parole pour ce 6e entretien avec dirigeants à Anthony Martin-Smith en compagnie de Pierre Denisio, administrateur Île-de-France Mobilité. C'est tout de suite.